Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la DPEF 2021, quelles évolutions apporter. Donc ce webinaire va durer 1 heure environ, il sera composé de 3 parties. Une première partie sur laquelle nous regarderons ensemble les recommandations qu'a publiées l'AMF en novembre 2019 suite à leur étude sur les DPEF qui avaient été publiées et donc les différents enjeux pour une DPEF réussie. Une partie ensuite sur un des enjeux en particulier sur l'analyse des risques, comment bien identifier ces risques, quelle méthodologie robuste peut-on utiliser. Et enfin une troisième partie sur un des autres enjeux identifiés par l'AMF sur les KPI et le pilotage pour la DPEF réussie. Donc tout d'abord, le fonctionnement du webinaire, donc ça va durer 1 heure comme je vous le disais. Vous aurez quelques sondages ponctuels pour quelques questions, comme ça vous pourrez répondre en direct pour voir un petit peu vous quelles sont vos pratiques. Et puis on vous propose d'écrire vos questions dans la partie droite de votre écran, vos micros sont coupés. Et puis nous ferons un point à la fin de chaque partie avec les questions que vous aurez, puis on répondra en direct sur ces questions. Voilà pour l'organisation. Donc moi je suis Solène Garcin-Charcosset, directrice de la Business Line RSE Tenaxia. Bonjour Solène, je suis donc Sébastien Rimbert, manager de la Business Line RSE et nous sommes donc rédacteurs du blog RSE. Donc nous lançons ce premier webinaire et ce webinaire est le premier d'une longue série sur les mois à venir. Vous aurez donc la possibilité de participer à plusieurs événements dans les mois à venir. Donc d'autres webinaires sont à venir. Donc globalement, qui sommes-nous? Sachez que nous travaillons pour Tenaxia qui tient ce blog. Tenaxia est une entreprise qui depuis 2001 accompagne des entreprises à piloter leur démarche de RSE pour améliorer globalement leur performance globale. Nous travaillons sur des sujets HSE, mais également donc RSE, sur différents sujets, l'analyse de matérialité, l'évaluation fournisseur, la stratégie RSE et le reporting, avec une association assez unique en France entre un aspect conseil et un aspect plateforme logicielle Internet. Eh bien, je vous propose que l'on commence au cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc quelles évolutions pour la DPEF 2021 et notamment les recommandations publiées par l'AMF dans leur rapport sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des sociétés cotées, qui a été publié en novembre 2019. Donc, vous n'avez probablement pas eu le temps de prendre en compte ces recommandations pour vos DPEF de l'an passé. Donc, l'objectif, c'est de regarder ensemble ce qu'ils ont recommandé pour anticiper votre futur DPEF 2021. L'objectif final de la DPEF, c'est vraiment que celle-ci soit lisible pour vos parties prenantes, pour notamment l'investisseur, et puis qu'elle soit, on va dire, exhaustive, robuste, et puis vraiment focalisée sur les investisseurs. Alors, sur les différents enjeux, comme ils ont appelé ça, le premier est lié à la structure. La DPEF aujourd'hui est publiée au sein d'un document universel d'enregistrement, la plupart du temps, ou d'un rapport de gestion. Certaines parties peuvent être communes avec d'autres chapitres, si on pense par exemple au chapitre facteurs de risque. Le devoir de vigilance, par exemple, n'est pas forcément inclus dans la DPEF, donc c'est vrai que ça peut emmener à avoir une organisation un peu complexe. Donc le premier objectif, c'est vraiment d'avoir des voies claires et précis au sein de la DPEF, d'élaborer s'il le faut une table de correspondance à la fin pour bien mentionner où sont toutes les parties, modèle d'affaires, risques, politique, KPI, les éventuellement renvois vers
un chapitre facteur de risque vers un chapitre description de l'activité pour le modèle d'affaires. Donc déjà une structure claire et précise pour que le lecteur puisse s'y retrouver. Le deuxième enjeu est lui lié au volume de la DPEF. L'objectif de la directive européenne et de sa transposition dans le droit français est notamment de permettre aux investisseurs et aux lecteurs de retrouver plus facilement et plus rapidement des informations. Il s'est avéré qu'au final, les récentes études ont montré que les DPEF ont plutôt augmenté en volume, car en plus des informations obligatoires, les entreprises ont quand même souhaité continuer à communiquer sur des sujets qui n'étaient pas considérés comme obligatoires, ce qui fait que les DPEF sont de plus en plus volumineuses. Donc, il faut vraiment essayer de réduire le volume de la DPEF. On est sur aujourd'hui entre 50 et 60 pages, ce qui est beaucoup pour la lecture pour les investisseurs. Donc, essayer de se limiter aux enjeux qui sont vraiment matériels. Et donc, on verra plus tard, on reviendra dessus sur comment vraiment bien déterminer les enjeux identifiés comme matériels. Le troisième point, qui est lié en partie au premier, sur l'articulation des textes, c'est, comme je vous le disais, la volonté aussi de communiquer sur des enjeux qui ne sont pas forcément réglementaires, sur des opportunités par exemple, communiquer sur d'autres aspects que l'entreprise met en œuvre. Il faut là aussi aider le lecteur en identifiant vraiment clairement le contenu réglementaire. J'ai mis un exemple sur la droite, par exemple, à côté d'un chapitre, remettre un petit logo DPEF en disant ce petit chapitre-là répond bien à l'enjeu réglementaire. On peut le retrouver aussi avec la table de correspondance, bien identifier clairement quel est le contenu réglementaire. C'est aussi souvent une demande de vos organismes tiers indépendants pour vraiment comprendre ce qui est de l'ordre réglementaire ou non réglementaire. L'enjeu numéro 4, qui va être lié au périmètre. Donc, quel périmètre prendre en compte? Donc, au minimum, la réglementation demande que le périmètre de la DPEF concerne les comptes qui sont consolidés. Donc, ça va vouloir dire les entreprises et filiales détenues à 100% en participation globale ou partielle. Souvent, les mises en équivalence, par exemple, ne vont pas être intégrées. Et puis après, selon le modèle d'affaires de l'entreprise, il peut être envisagé, ça peut être parfois souhaitable, d'inclure d'autres types d'entreprises dans le périmètre. Les joint ventures, par exemple, ça peut être les réseaux de franchise. Si le réseau de franchise est une entreprise à part qui n'est pas forcément considérée dans le périmètre financier, mais par rapport à l'activité qui fait complètement sens d'être intégrée parce que les impacts sociaux, sociétaux, environnementaux, finalement, se trouvent peut-être plus au niveau du réseau de franchise qu'au niveau du corporate, chaîne de sous-traitance. Donc là encore, peut-être une recommandation de l'AM, soit peut-être de déborder un petit peu du périmètre purement réglementaire pour essayer d'avoir une vision plus globale, plus réelle finalement de l'activité de l'entreprise. L'enjeu numéro 5 pour la DPEF, c'est de publier également une méthodologie. Alors on le voit de plus en plus, d'avoir une note méthodologique souvent c'est en fin de DPEF, pour expliquer les sujets qui ont été pris en compte, comment ils ont été pris en compte, est-ce qu'il y a des exclusions, est-ce qu'il y a des restrictions, est-ce que sur certains indicateurs, par exemple, on va être sur des estimations, par exemple un indicateur qui va être calculé sur 11 mois et puis proratisé sur 12 mois pour avoir l'année complète. Quels indicateurs, peut-être que certains indicateurs ne concernent que des usines et pas des bureaux. Donc, toute cette note méthodologique de plus en plus importante qui va renvoyer d'ailleurs au fait d'avoir un protocole de reporting robuste. Donc, déjà un document au moment de la collecte pour avoir vraiment les bonnes définitions d'indicateurs, les bons périmètres aussi couverts avec un objectif d'avoir un taux de couverture optimal. Le taux de couverture pouvant également faire partie de la note méthodologique. C'est de toute façon quelque chose qu'auditera votre organisme tiers indépendant.
Sixième enjeu proposé par l'AMF, si un cadre de référence est utilisé, donc on va notamment penser au GRI ou aux ODD, il est important d'expliquer les préconisations du cadre qui ont été retenues pour justement la DPEF. Par exemple, quand on pense à la GRI, on pense souvent au référentiel d'indicateurs. Or, la GRI, c'est aussi une méthodologie de publication. C'est aussi une méthodologie qui permet d'identifier aussi ces enjeux matériels. Ce n'est pas uniquement un référentiel d'indicateurs. Donc, ça veut dire bien, dans la DPEF, expliquer comment le cadre de référence a été utilisé. Est-ce que c'est une table de correspondance à la fin de la DPEF, par exemple, ou est-ce que ça a vraiment été utilisé au fur et à mesure de la construction du reporting et plus globalement peut-être de la stratégie d'entreprise. Je voudrais juste faire un point d'attention sur quelque chose qu'on voit de temps en temps, c'est le risque de l'ODD washing, le SDG washing, qui est de finalement faire une correspondance entre les enjeux, la stratégie RSE et puis un peu un exercice de tick the box en disant oui, alors effectivement dans ma stratégie j'ai bien pensé à l'ODD 12, à l'ODD 13, à l'ODD 8, mais sans finalement avoir réfléchi les ODD comme un élément à part entière de la stratégie RSE. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est regardé de plus en plus, la manière dont les ODD sont intégrés par les entreprises. L'enjeu numéro 7, qui va être lié au modèle d'affaires, la recommandation de l'AMF, c'est de recourir à une présentation schématique. C'est vrai que c'est aussi une des recommandations de l'Integrated Reporting, hein, d'avoir un schéma simple qui finalement permet de comprendre facilement la manière dont l'entreprise fonctionne, la manière dont l'entreprise utilise ses ressources, les impacts de l'entreprise sur les différents capitaux, la manière dont elle crée de la valeur pour ces différentes parties prenantes. Et ce qui est intéressant dans ces schémas et dans le modèle d'affaires, c'est aussi d'intégrer des informations concernant la manière dont l'entreprise prend en compte les grandes tendances du marché qui vont avoir une influence sur son modèle d'affaires, qui vont avoir une influence sur ses principaux risques dans le futur et que l'entreprise va finalement devoir prendre en compte pour continuer à avoir une croissance durable. Donc, peut-être que certaines grandes tendances peuvent mettre à mal un modèle d'affaires. On en voit actuellement un certain nombre d'entreprises qui se posent la question justement de, si je prends un exemple simple, hein, le changement climatique, quel est l'impact du changement climatique sur mon modèle d'affaires lorsque je suis une entreprise dans certains secteurs qui sont peut-être contributeurs de réchauffement climatique. Sur l'enjeu numéro 8, alors on reviendra dessus en particulier par la suite, qui est lié au risque. Donc l'objectif, c'est vraiment de porter une attention particulière au processus d'identification des enjeux et des risques extra-financiers. Donc ça, on reviendra dessus vraiment en détail juste après. Ainsi que sur les enjeux 9 et 10 qui sont liés aux indicateurs clés de performance et aux objectifs. Donc avec la proposition de limiter le nombre de KPI pour répondre à un enjeu, comme vous l'expliquera tout à l'heure Sébastien, qui permet d'avoir à la fois une concision de la DPEF et puis également un meilleur pilotage des informations et associé aux indicateurs clés de performance, déterminer des objectifs et regarder la manière dont on atteint ces objectifs. Les deux derniers enjeux pour l'AMF, l'enjeu 11, c'est la cohérence de l'ensemble, s'assurer lors de la rédaction et puis lors de la conception des différentes parties qu'il y a vraiment une cohérence entre modèle d'affaires, risque, politique et indicateurs clés de performance. Ce sont des sujets qui se réfléchissent ensemble, en fonction du modèle d'affaires, en fonction de la manière dont l'entreprise travaille, de ses activités, en fonction des grandes tendances dans lesquelles l'entreprise s'inscrit, les risques ne seront pas les mêmes. Les politiques appliquées vont également être
fonction des risques qui vont être identifiés et les indicateurs clés de performance sont vraiment corrélés aux politiques et aux risques. Donc, c'est vraiment des sujets qui s'imbriquent complètement et qu'il faut vraiment regarder de manière systémique. Enfin, le dernier enjeu lié à la vérification par un organisme tiers indépendant. Votre organisme tiers indépendant, en fin de mission, vous fait régulièrement une management letter dans lequel il vous invite à prendre des orientations, à prendre des améliorations. Certaines entreprises ne prennent pas toujours en compte les améliorations proposées par l'organisme tiers indépendant. Attention, parfois au bout de 1 ou 2 années sans prendre en compte ces recommandations, l'organisme tiers indépendant va peut-être finir par mettre une remarque, une observation. Donc, il est important de toujours bien faire ce point avec son organisme tiers indépendant en fin de période de DPEF pour identifier les axes d'amélioration indispensables à prendre en compte et voir avec eux s'il s'agit d'un problème ponctuel. Parfois, c'est peut-être juste un problème sur une entité, un sujet en particulier, ou si c'est un problème structurel, où là, ça veut dire qu'il faut mettre en place des actions complémentaires, des politiques complémentaires pour résoudre le problème. Alors, pour conclure cette partie, je vous propose tout d'abord un sondage que Sébastien va lancer. Oui, merci Solène. Vous allez voir apparaître sur votre écran un petit sondage qui concerne la question « Envisagez-vous d'améliorer votre DPEF sur les thématiques suivantes ?» Voilà, il doit apparaître normalement sur votre écran. Donc, vous avez le choix entre gouvernance, modèle d'affaires, analyse des risques, politique, ou bien KPI reporting. Vous pouvez bien évidemment répondre à plusieurs choix si vous le souhaitez. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour qu'on ait un retour assez important. Merci de participer à ce webinaire. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits et à y participer aujourd'hui. Voilà, donc on a collecté les réponses. Alors, je vais fermer le sondage et je vais vous partager les résultats. Solène. Oui, merci Sébastien. Alors effectivement, on voit que les 2 sujets principaux sur lesquels vous envisagez de travailler, ce sont l'analyse des risques pour 3/4 des personnes participantes, suivi de près par les reporting et les KPI, donc pour 2/3 des participants. Donc c'est vraiment les 2 sujets principaux sur lesquels vous envisagez de travailler cette année. Donc là, je pense qu'il y a quand même une belle unanimité. Ensuite, le modèle d'affaires. Alors, c'est vrai que ça fait 2 ans que vous travaillez sur le modèle d'affaires pour la majorité d'entre vous. C'est un sujet qui commence à être un peu plus fraudé sans doute. La gouvernance, donc, c'est un sujet aussi qui évolue régulièrement. On voit que les sujets RSE prennent de plus en plus d'importance au sein des entreprises, notamment avec l'implication de plus en plus des investisseurs et donc des directions financières, par exemple, des directions de communication financière. Et dernier sujet qui vient en dernier, ce sont les politiques. C'est vrai que souvent, les entreprises ont déjà structuré pas mal leurs sujets. Alors peut-être quelques politiques supplémentaires à venir renforcer ou amender, mais c'est effectivement un sujet qui est souvent moins remis en question d'une année sur l'autre, le sujet des politiques. Merci pour ce sondage. Merci à tous. Alors, est-ce que... Alors voilà, on arrive à la fin de la première partie, Solène. Donc la première partie sur les recommandations de l'AMF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous pouvons y répondre avant de passer à la deuxième partie. Alors, a priori, Solène, pas de questions pour le moment. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas également à la fin du webinaire à poser vos questions. On consacrera 5-10 minutes, si vous le souhaitez, pour répondre à des questionnements que vous pouvez avoir à ce sujet. Écoutez, je vous propose dans ces cas-là de continuer sur l'enjeu en particulier numéro 8,
qui était l'identification de manière robuste des enjeux et risques extra-financiers. Je voudrais attirer votre attention sur la notion de double matérialité pour identifier ces enjeux et risques extra-financiers, qui est une notion qui n'était pas forcément très connue jusqu'à maintenant, qui commence à se développer, qui fait partie des recommandations de l'AMF et également de l'Europe. La directive européenne est en cours de révision actuellement. Le projet de loi devrait être diffusé au premier trimestre 2021 pour justement expliquer comment cette directive va évoluer. Alors, ce sera probablement un règlement, c'est-à-dire d'application immédiate, mais nous n'avons pas encore le planning. Mais en tout cas, certains sujets commencent à être abordés, notamment la notion de matérialité. C'est vrai que jusqu'à maintenant, la définition de matérialité n'a jamais été précisée, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, sur qu'est-ce que l'on doit considérer comme matériel. Alors, il existe la définition de la matérialité, on va dire plutôt à l'américaine, qui est vraiment l'importance relative sur le plan financier, c'est finalement quel est l'impact de ces différents enjeux sur mon entreprise, sur la finance de mon entreprise et la capacité de mon entreprise à être durable d'un point de vue plutôt financier. La notion de double matérialité, justement, élargit le sujet à non seulement l'importance des sujets pour mon entreprise sur le plan financier, mais également quel est l'impact de mon entreprise et de mes activités sur l'environnement et la société en général. Donc, à la fois une vision de l'externe sur l'interne et la vision de l'interne sur l'externe. Et il semblerait que vraiment ce soit cette double matérialité qui soit très très probablement retenue dans la révision de la directive européenne qui va arriver prochainement, comme je vous disais. Alors, on avait regardé dans notre étude de Tenaxia en 2019 sur les pratiques de reporting et rapports RSE, vous avez posé la question à ce moment-là, finalement, comment vous prenez en compte les risques extra-financiers. Alors, on avait trois quarts des entreprises répondantes qui avaient déjà pris en compte cette notion de double matérialité en prenant à la fois les impacts pour l'entreprise et les impacts pour la société en général. On était sur 12% qui n'avaient pris en compte que la matérialité financière interne, 5% sur l'externe et puis d'autres qui avaient pris, par exemple, seulement une partie des parties prenantes externes. Voilà, il y avait on va dire un mix un petit peu entre les sujets. Les méthodes qui avaient été communiquées par les entreprises répondantes sur l'analyse des risques extra-financiers, donc un peu plus de la moitié des entreprises étaient parties d'une cartographie des risques extra-financiers complète. Certains étaient repartis peut-être de leur matrice de matérialité sous l'angle de l'importance, sans aller peut-être coter les risques en particulier. Un tiers des entreprises avaient utilisé leur matrice de matérialité qui intègre les risques. Et puis, un cinquième des entreprises avaient choisi de partir des risques, des facteurs de risque financiers et de les amender par des risques extra-financiers. Alors, les bonnes pratiques pour avoir une analyse de risque qui soit robuste. Donc, déjà, entre matérialité financière ou double matérialité, c'est vrai que là, on s'oriente plus sur la notion de double matérialité. C'est ce qu'on disait, hein, la directive européenne s'oriente dans cette direction. C'est ce qui fait sens auprès de la TCFD également. Donc, cette double matérialité. Après, prendre en compte ces risques et ces opportunités, là également, la recommandation sont plutôt de regarder aussi quelles sont les opportunités. Alors, c'est vrai que dans la DPEF, aujourd'hui, telle que la loi a été faite en France, la notion d'opportunité a été effacée. Pourtant, certaines entreprises ont quand même choisi de communiquer sur les opportunités. C'est une bonne pratique parce que ça montre aussi comment l'entreprise envisage dans le futur de continuer à créer de la valeur. Il s'agit de gérer ses risques, mais également de gérer ses opportunités. Et enfin, dernier point, une fois qu'on a ces risques, est-ce qu'on choisit juste d'avoir des risques ou est-ce qu'on choisit de les prioriser?
Là encore, la DPEF ne demande pas nécessairement une priorisation des risques. Cependant, c'est vrai que pour le lecteur, c'est aussi plus facile de comprendre l'entreprise si les risques sont priorisés. Donc, savoir quels sont peut-être les sujets les plus importants pour l'entreprise, celles qu'elle doit traiter en priorité, et puis celles qu'elle peut peut-être mettre sur un second plan dans un premier temps. Alors, on va vous présenter maintenant la méthodologie, une méthodologie robuste d'analyse de matérialité des risques. C'est une méthodologie qu'on a mis au point depuis 2016, qui englobe les notions qu'on a vues précédemment, qui est passée par les fourches codines de différents organismes tiers indépendants et qui a toujours été validée. Donc, déjà, la première étape, c'est de se poser la question de quels enjeux je vais soumettre, quels risques je vais soumettre à mes parties prenantes. Première étape, donc, ça nécessite de faire une analyse des différents enjeux à travers déjà l'article 225. Les 43 thématiques doivent être prises en compte, bien évidemment, pour répondre à la DPEF, mais pas seulement. On va prendre aussi en compte les risques de l'entreprise. Peut-être qu'on va avoir des risques, déjà, si je prends un exemple, risque fournisseur. Le risque fournisseur existe, peut-être aller chercher du côté RSE, qu'est-ce que serait le risque fournisseur. Ça veut dire aussi prendre en compte un certain nombre de documents en interne de ce qui est déjà fait. S'il y a déjà beaucoup de mesures sur un sujet, c'est peut-être que le sujet est à risque et donc doit être pris en compte. Aller chercher aussi du côté de vos pairs, de vos concurrents. Ils ont peut-être déjà fait le travail, ils ont déjà identifié des sujets qui sont à risque pour votre secteur. Aller regarder ce que font des référentiels sectoriels. Peut-être que vos fédérations ont émis des documents. De nombreuses fédérations ont travaillé sur le sujet, donc ont déjà identifié quels étaient les enjeux. Et puis les référentiels type SASB, GRI, à prendre en compte également. Donc en croisant toutes ces informations, ça permet d'avoir une liste d'enjeux qui va bien évidemment nécessiter un travail d'affinage par l'équipe RSE en charge du sujet pour vraiment sélectionner les bons enjeux derrière à soumettre aux parties prenantes, qui amène au deuxième point, justement la sélection des parties prenantes. Parties prenantes, il est vraiment on va dire de recommander de faire déjà une cartographie de ces parties prenantes pour comprendre quelles sont les parties prenantes les plus importantes pour l'entreprise, celles qui ont vraiment un impact sur votre entreprise et celles sur lesquelles votre entreprise va avoir un impact. Donc cette notion de double impact, et puis le niveau de relation que vous avez avec vos parties prenantes. Est-ce que ce sont des parties prenantes avec lesquelles vous travaillez très régulièrement ou vraiment très occasionnellement? Ça vous permet déjà de regarder finalement quelles vont être vos parties prenantes prioritaires. Et après, une fois que vous avez les catégories de parties prenantes, là, il y a vraiment un travail d'identification de la bonne partie prenante à aller interviewer. Donc, quel est le client qu'il faut que j'interviewe, quel est le fournisseur qu'il faut que j'interviewe. Et le travail encore plus fort derrière, c'est d'accord, mais au sein de ce client, au sein de ce fournisseur, quelle est la bonne personne, quelle est la fonction clé à interviewer. Nous, on le voit parfois, on challenge les clients pour justement aller chercher la bonne personne, parce que parfois, des interlocuteurs, on va avoir une vision sur un sujet. Le spécialiste R&D de l'entreprise va peut-être avoir moins de vision sur la partie sociale de votre entreprise. Donc, c'est vraiment aller chercher la personne qui à la fois connaît bien les sujets RSE et puis connaît aussi bien votre entreprise. Et les parties prenantes internes seront également interviewées. Donc, une fois qu'on a identifié les enjeux, une fois qu'on a identifié les parties prenantes, après, quelles questions leur poser? Donc, nous, notre parti pris, comme je vous disais, c'est d'avoir la notion de double matérialité. Donc, déjà en interne, c'est de poser la question aux parties prenantes internes et uniquement aux parties prenantes internes, quel est le niveau de risque par rapport à cet enjeu pour mon entreprise. Donc, on va adresser différents types de risques, le risque financier bien évidemment, mais également le risque de continuité du business, le risque image et puis le risque de compliance. Après, on peut accorder un poids différent en fonction du risque. Par exemple, peut-être que dans une entreprise, le risque d'image sera prépondérant par rapport au risque compliance ou inversement. Sur les parties prenantes externes, on va demander aux parties prenantes de se prononcer sur quel est l'impact
de l'entreprise sur elle au regard de l'enjeu énoncé. Est-ce que si l'entreprise ne gère pas, par exemple, les sujets changement climatique, ça va impacter ou non la partie prenante? Donc là, ça va être vraiment quel est finalement le niveau d'impact de l'entreprise sur la partie prenante. Et donc, on voit qu'il y aura des sujets sur lesquels l'entreprise sera très impactante sur ses parties prenantes, et puis des sujets, l'entreprise sera beaucoup moins impactante sur ses parties prenantes. Donc, quand on croise ces deux regards, l'interne sur l'abscisse et l'externe sur les ordonnées, on va se retrouver avec ce qu'on appelle chez nous le carré magique en haut à droite, ce sont les risques prioritaires. Donc, c'est à la fois risqué pour l'entreprise et impactant sur les parties prenantes externes, c'est vraiment les sujets à prendre en compte de manière prioritaire. Les sujets en haut à gauche sont assez intéressants aussi à prendre en compte parce que ça veut dire que ce sont des sujets qui ne sont pas forcément très risqués pour l'entreprise, mais en revanche qui impactent les parties prenantes externes. Donc peut-être que c'est pas une priorité et c'est pas un risque pour l'entreprise, cependant c'est vraiment une opportunité qui peut être prise en compte pour aller répondre aux attentes des parties prenantes, pour réduire votre impact sur les parties prenantes. Et là on va retrouver cette notion donc de risque et d'opportunité qui est aussi une notion recommandée par l'AMF. Enfin, une troisième dimension que l'on prend en compte, c'est la notion de temporalité. Donc là, on pose également la question, est-ce que le risque va augmenter, va rester stable ou va diminuer dans le futur pour justement comprendre quelles évolutions attendre, quelles évolutions, si on refait l'analyse de matérialité 3 ans plus tard, quelle tête aura peut-être cette analyse de matérialité. Et enfin, donc là, on était sur ce qu'on appelle les risques bruts jusqu'à maintenant, c'est-à-dire vraiment le risque sans prendre en compte le niveau de performance. Mais on intègre également la notion de performance avec, alors nous, on schématise ça par la taille des bulles. Un sujet qui est très bien traité sera sur une petite bulle, un sujet moins bien traité sera sur une grosse bulle. Ça, c'est vraiment dans un objectif de pilotage interne, parce que si le sujet se retrouve en haut à droite, donc risque prioritaire, avec finalement peut-être une vision alors donnée par l'interne, hein, la performance est uniquement donnée par l'interne, mais une vision que le sujet n'était pas complètement maîtrisé, ça veut dire qu'il y a peut-être une priorité à mettre sur ce sujet en particulier. En tout cas, au niveau pilotage, des déploiements opérationnels. Ces matrices-là, avec la notion de performance, ne sont jamais publiées dans les DPES. On est souvent sur les DPES, sur la vision que je vous ai montrée juste avant. Voilà un peu pour une méthodologie d'analyse de matérialité des risques robustes qui va répondre aux différents enjeux énoncés par l'AMF. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est un sondage, Sébastien. Oui, Solène, donc sur cette partie matérialité, un sondage qui va apparaître sur votre écran. Quelle méthodologie avez-vous utilisée pour votre analyse des risques extra-financiers? Donc, plusieurs choix possibles. L'amendement de facteurs de risque financiers par les risques, la cartographie des risques extra-financiers, fréquence, gravité, matrice de matérialité intégrant les risques, matrice de matérialité sous l'angle de l'importance, ou bien interrogation des parties prenantes externes. Donc, vous avez été nombreux à participer au premier sondage, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à participer à cette question sur la matérialité. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, vous pouvez répondre à plusieurs… Oui, n'hésitez pas à plusieurs choix. Voilà, par exemple, l'interrogation des parties prenantes externes peut être complémentaire des sujets précédents. Alors, je vous partage le résultat que Solène va vous commenter. Merci Sébastien. D'accord, donc on voit que la moitié des répondants ont d'abord fait donc la cartographie des risques extra-financiers sous l'angle fréquence-gravité. Suivi ensuite d'une matrice de matérialité qui intègre les risques. Donc là, effectivement, ce sont plutôt les méthodologies préconisées par l'AMF. Matrice de matérialité sous l'angle de l'importance. Donc, c'est vrai que parfois les entreprises avaient déjà des matrices de matérialité qui n'embarquaient pas nécessairement la notion de risque, mais qui est une très très bonne étape pour définir sa stratégie RSE.
Alors, une minorité, en revanche, était repartie des facteurs de risque financiers par les risques. D'accord. C'est vrai que souvent, les facteurs de risque, peut-être, ont été inclus dans les autres méthodologies. Et on voit qu'un tiers des entreprises ont interrogé les parties prenantes externes. Donc ça, c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui n'allait pas être nécessairement, qui n'est pas nécessairement réglementaire, qui n'est pas obligatoire. C'était cependant recommandé. Donc on voit que certains d'entre vous l'ont fait. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être prendre en compte pour l'avenir, quand on voit que la directive européenne va commencer à embarquer la notion de double matérialité, donc avec notamment la notion d'impact sur la société et l'environnement. Se poser la question, peut-être que interroger les parties prenantes externes va permettre de répondre de manière encore plus fine à cet enjeu-là. Ok, merci Solène. Alors, nous arrivons à la fin de cette deuxième partie sur la matérialité. Donc, si vous avez des questions, à nouveau, hein, surtout, n'hésitez pas. Utilisez bien cette application webinar pour poser en direct vos questions. Nous serons prêts à y répondre. Et puis, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin du webinaire, nous pourrons passer 5-10 minutes à répondre à votre interrogation. Alors, je pense qu'on peut passer à la partie suivante, Solène. Très bien. Alors, la partie suivante, autour des KPI et des objectifs. C'était les enjeux numéros 9 et 10 que Solène vous a présentés autour des recommandations de l'AMF, à savoir comment bien définir ces KPI, collecter et piloter ces données. Vous étiez assez nombreux à être également intéressés, on l'a vu lors du premier sondage, sur cet aspect KPI reporting. Alors, déjà une définition. KPI, Key Performance Indicator en anglais, voilà, acronyme très utilisé dans le contexte RSE. Vous allez retrouver parfois ICP, indicateur clé de performance, on parle bien évidemment de la même chose. Une définition très générale sur les enjeux des KPI. Ils permettent globalement de répondre à un objectif d'évaluation, de diagnostic, de communiquer, d'informer, de motiver et de suivre un progrès continu. Donc globalement, ça permet, in fine, de mieux analyser, de piloter les enjeux considérés pour votre organisation comme matériels, comme pertinents au regard de l'analyse de matérialité que Solène vous a détaillé lors de la partie précédente. Alors, un point essentiel sur le pilotage des indicateurs de performance, c'est de bien les choisir. Ça n'est pas simplement, c'est une préconisation, de simples chiffres, mais très communément, on utilise beaucoup de pourcentages, de ratios, qui permettent de mesurer, quelle que soit la croissance ou l'évolution de votre organisation. Et on retrouve de manière générale donc des pourcentages, des ratios sur des sujets environnementaux, sur des sujets sociaux. Vous avez ici, j'ai repris quelques exemples, sur le sujet environnemental, la part de déchets valorisés, qui sont vraiment communément utilisés, les émissions de gaz à effet de serre sur un périmètre scope 1, 2, voire 3, que l'on ramène, on verra tout à l'heure, un indicateur de référence. Sur cet exemple, une tonne de matière achetée, par exemple. Vous pouvez avoir un pourcentage de consommation d'eau suivant la situation de stress hydrique, au niveau des entités dans lesquelles vous êtes présent. Sur les sujets sociaux, ça peut être la part de salariés formés, l'éthique des affaires, la part des femmes chez les cadres, un taux de fidélisation à X années. Voilà, vous avez des exemples qui sont assez rapidement parlants, ça qui est un point à retenir, et vous avez des chiffres qui vont vous permettre de vraiment piloter la performance sur la durée, une performance durable. Alors,
je tenais à vous présenter aujourd'hui, dans ce webinaire, de quelques bonnes pratiques, des pratiques concrètes sur ces indicateurs de performance. Un premier point, on l'a vu, travailler sous forme de ratio. C'est intéressant, spécialement quand on travaille sur des indicateurs de référence qui sont pertinents. Un indicateur de référence, c'est un indicateur sur lequel vous allez pouvoir avoir un dénominateur commun pour vos ratios, que ce soit sur des différents sujets environnementaux, voire sociétaux. Vous allez ramener vos données vous avez ici des exemples, à l'effectif, au chiffre d'affaires, à des unités de production, à un volume de matière première achetée, à des surfaces. Souvent, c'est assez commun pour les énergies. On ramène l'énergie par mètre carré. C'est un sujet important. Vous pouvez faire référence. C'est une suggestion, par exemple, au référentiel SASB, qui est assez sectoriel. Je crois qu'il y a 80 secteurs qui préconisent justement des indicateurs de référence et une comparabilité des différentes organisations par secteur d'activité. L'autre point, au niveau des pratiques concrètes, c'est un point important à bien anticiper, c'est être en capacité de les mesurer et de les mesurer de façon fiable. Solène vous l'a dit tout à l'heure, il y a une forte préconisation de la mise en place d'un protocole de reporting précis qui définit la méthodologie, l'approche de la collecte de l'information avec une définition claire sur la mesure de la donnée. Et puis, en tant que pratique concrète, il est important de bien anticiper le suivi sur la durée de ces indicateurs de performance. Alors, quelques recommandations intéressantes qui sont déjà, quand vous déterminez des KPI, partez sur le principe qu'il est important de définir un nombre restreint de KPI. De manière générale, vos directions, si vous souhaitez les impliquer sur le sujet, qui était vraiment une forte préconisation, de les piloter sur la durée, il faut avoir 10-15 grand maximum KPI par sujet, le sujet environnemental, le sujet social par exemple, sur les enjeux liés à votre politique RSE. Il faut qu'ils aient sens pour l'entreprise. Il faut que ça puisse parler aux différentes entités, aux différents sites, à vos différents bureaux. Il faut que on sent que cette information peut être d'une part collectée, mais aussi pilotée. Et vous pourrez ainsi impliquer plus fortement les différents comités de direction. Et puis, dans une bonne démarche d'utilisation, du pilotage et du suivi de ces KPI, c'est communément une utilisation de présentation de ces KPI sous forme de tableau de bord. Vous voyez à droite des tableaux de bord qui sont très visuels. C'est-à-dire que très rapidement, on comprend l'information, on peut suivre où l'on en est, on les organise sous forme de pages de tableau de bord. Voilà, ce sont vraiment des bonnes pratiques pour bien présenter, spécialement à des comités de direction, vos indicateurs de performance. Alors, toujours sur le sujet anticiper les enjeux du pilotage, des indicateurs de performance, il y a l'enjeu du pilotage opérationnel. Voilà, avant de définir des KPI, il faut bien anticiper sur le fait qu'il est important de vérifier comment on collecte l'information et surtout vérifier le niveau de disponibilité de la donnée qui permettra de mesurer cet indicateur de performance. Donc, il est important de vérifier que cette donnée est bien disponible sur les différentes strates, sur les différentes entités de l'entreprise. Qui dit pilotage dit très régulièrement, très souvent, spécialement sur la durée, un pilotage opérationnel avec une fréquence de données, une fréquence de collecte de l'information qui n'est pas seulement annuelle. On va
le plus souvent vers une collecte trimestrielle, voire mensuelle, sur des sujets considérés comme majeurs pour l'entreprise. Et puis, il faut bien évidemment associer la direction, les différentes directions opérationnelles au suivi, au pilotage de ces indicateurs de performance. Écoutez, on va vous proposer un troisième sondage concernant le pilotage des KPI. Est-ce que vous remontez périodiquement le pilotage de vos KPI au comité de direction, au comité exécutif, par exemple? Donc, normalement, vous avez le sondage qui apparaît. Donc, on va vous laisser quelques instants pour voter, pour comprendre quelles sont vos pratiques en interne, à quel niveau est suivi donc les indicateurs clés de performance. Alors, je vais laisser encore quelques secondes pour répondre. Très bien, merci. Alors, je vais partager avec vous les résultats. Alors, pour une grande majorité, oui, 60%. Vous remontez périodiquement le suivi de ces indicateurs de performance à des comités de direction ou au comité exécutif. Donc, bien évidemment, vous l'avez compris, hein, c'est tout l'intérêt de la démarche, et puis ça permet d'impliquer la direction, d'impliquer l'exécutif de votre organisation sur ces sujets. Et je dirais qu'un indicateur de performance, un KPI, qui n'est pas remonté périodiquement à des comités de direction, très probablement sur la durée, ça va être très compliqué pour le suivre. Donc c'est vraiment une démarche qui est pertinente et qui est, je dirais, presque essentielle pour un pilotage sur la durée de ces indicateurs de performance. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu à ce sondage. Alors, toujours sur le sujet KPI, d'autres bonnes pratiques, l'une d'elles est être en capacité de benchmarker les entités. Très clairement, une analyse sous forme de benchmark interne à l'organisation est un point très fort sur un pilotage du KPI. Pour diverses raisons, parmi celles-ci, ça favorise le partage des informations entre les entités, entre les pays, entre les activités. Ça permet de définir également quelles sont les priorités sur les différents sites. Ça vous permet de suivre les évolutions des performances de chaque site, bien évidemment. De mieux manager probablement les équipes locales. Vous aurez défini leurs priorités, vous allez suivre l'évolution de leurs performances et ça vous donnera bien évidemment de la matière à mieux les manager. Vous allez pouvoir coordonner l'alignement des performances et puis de montrer l'intérêt d'adopter les bonnes pratiques pour les autres entités. Le partage des bonnes pratiques, spécialement entre les entités les plus performantes et les moins performantes, a un intérêt très très fort dans cette démarche de benchmark. Et puis, très clairement, c'est l'envie d'être parmi les best in class, hein, ce qui, de manière générale, motive l'innovation et ce qui alimente bien évidemment le portefeuille des bonnes pratiques. Donc, vous voyez une façon de les présenter, hein, de façon très simple. Vous retrouvez voilà, très souvent une illustration du KPI hein, sur une donnée qu'on appelle consolidée au niveau de votre organisation. Je vais donner ici un exemple, hein, la part des femmes chez les cadres autour de 33% au sein de l'organisation. Et si on rentre un peu plus dans le détail de votre organisation, eh bien, on voit une forte disparité sur la part des femmes chez les cadres. On voit qu'en Angleterre, sur cet exemple purement fictif, hein, nous sommes autour de 55%, et puis au Bangladesh, tout simplement autour de 10%. Donc, très clairement,
un benchmark interne va redistribuer un petit peu les cartes et puis permettre, voilà, comme je vous l'ai précisé, de se challenger et puis redéfinir un petit peu les priorités. Alors, comme le préconise l'AMF sur les recommandations, il y a tout un intérêt dans la définition d'un indicateur de performance de l'associer à des objectifs. Ces objectifs, de manière générale, dans un contexte RSE, sont initialement des objectifs relatifs à la politique, à la stratégie RSE, et qui peuvent être considérés comme des objectifs corporate, auxquels on leur associe des indicateurs de performance, et plus spécifiquement sur les enjeux pertinents matériels pour l'entreprise. Donc, vous retrouvez ici également une illustration sous forme de présentation d'atteinte de ces objectifs corporate sous forme de tableau de bord, ce qui est également une très bonne pratique de présentation avec la possibilité de voir l'atteinte, mais aussi l'évolution de votre indicateur vis-à-vis de l'objectif sur du moyen ou long terme. Vous voyez ici, pour ceux qui commencent à travailler sur le sujet, vous avez des exemples très simples, par exemple réduire de X% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Vous pouvez donc bien évidemment définir des objectifs corporate autant sur des sujets sociaux, sociétaux, de gouvernance, mais aussi environnementaux. Alors, pour définir des objectifs, c'est vrai qu'il est important de bien piloter les indicateurs de performance au regard des objectifs associés. Et donc, il va être important de suivre un petit peu l'évolution de cet indicateur de performance sur la durée pour bien atteindre l'objectif. Donc, savoir à l'instant T où vous en êtes par rapport à une trajectoire vers l'objectif cible corporate. Alors, au sein des organisations, vous le savez, on a des organisations plus ou moins complexes, on va avoir des activités qui peuvent être différentes, on peut avoir des contraintes locales qui sont également très différentes suivant les pays, suivant les régions, et donc votre objectif au niveau groupe, au niveau corporate, va devoir être ventilé, décliné à un niveau beaucoup plus local. Et probablement que cette ventilation ne sera pas uniforme. Tout le monde ne va pas contribuer de la même façon à l'objectif corporate. C'est ce que l'on appelle la définition des objectifs locaux. Donc pour contribuer à un objectif corporate sur un enjeu matériel, eh bien, les différentes entités, les différentes strates de votre organisation vont y répondre de façon probablement différente. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir définir un cap d'objectifs locaux vis-à-vis de la politique RSE et des objectifs corporate à vos différentes entités. Et donc, il va être intéressant de suivre l'évolution et la comparaison entre les objectifs corporate et les objectifs locaux. Vous avez un petit graphique qui me semble assez intéressant à droite. Vous retrouvez sur un objectif qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, où vous en êtes à l'instant T, ce qu'on appelle le réalisé, et puis une valeur cible qui correspond à une cible pour le corporate au niveau du groupe, et puis la somme des différents objectifs locaux auprès des différentes entités. Alors, toujours sur ce sujet objectifs qui sont associés au KPI, depuis de nombreuses années, on a discuté tout à l'heure sur l'aspect ODD, les objectifs de développement durable, une démarche fortement préconisée par les Nations Unies, qui appelle le secteur privé à contribuer à la mise en œuvre des ODD. C'est vrai qu'il est assez intéressant de faire cette association, ce lien entre vos objectifs du groupe, corporate,
avec l'un des 17 ODD, et puis ne pas hésiter à bien communiquer de façon pertinente, bien évidemment, sur ce sujet, sur de quelle façon votre entreprise contribue à l'atteinte des ODD. Et donc, ne pas hésiter, d'une façon très simple, hein, lors de la présentation, par exemple, au comité de direction, d'intégrer tout simplement les logos des ODD. C'est également une façon très simple pour mieux impacter, je dirais, la présentation du suivi de l'atteinte de ces objectifs. Donc, voilà, cette diapo de façon très synthétique, vous avez pu comprendre, on est sur une démarche très globale, à savoir 3 briques, hein, qui s'imbriquent chez chacun son importance. Bien, la première étape préalable, qui est le point crucial, c'est déterminer les enjeux matériels de votre organisation à travers une analyse de matérialité, une cartographie des risques, travailler avec des parties prenantes. Ce sont bien évidemment des recommandations et des très bonnes pratiques. En découle ce que l'on a vu, donc des indicateurs de performance. Et donc sur ce sujet, 3 points majeurs: bien les définir, les piloter sur la durée, on est sur un pilotage durable, et puis communiquer sur le sujet en interne et à l'externe. Pour que cette performance soit durable, il est important de les associer à des objectifs, et la démarche préconise, ou en tout cas est communément utilisée, c'est de déterminer des objectifs corporate qui sont ensuite déclinés à des objectifs locaux suivant les strates et les activités de l'entreprise, ce qui permet de suivre les KPI, suivre l'atteinte aux objectifs, et puis le plus important, c'est de définir ensemble des différents plans d'action pour atteindre ces objectifs. Ça vous permet de bien communiquer sur le sujet, de mettre en avant votre avancement à l'atteinte des enjeux, des objectifs sur des enjeux très matériels, et puis, si possible, les associer à des ODD. Tout ceci est une très bonne démarche qui s'intègre donc dans une démarche globale pour votre organisation. Alors, on va vous proposer en clôture de ce webinaire un dernier sondage concernant justement les KPI et notamment les freins que vous auriez pu rencontrer lors de la définition de vos KPI. Quels sont les différents types de freins que vous aurez pu rencontrer? Est-ce que c'est l'identification des bons KPI que vous avez rencontrés? Est-ce que c'est la difficulté d'avoir le bon nombre de KPI et de ne pas être peut-être avec trop de KPI sans savoir justement lesquels prioriser? Est-ce que c'est la pertinence des KPI avec le choix du bon indicateur de référence, savoir quel ratio utiliser? Ce sont des exemples sur lesquels vous avez pu rencontrer des freins. Donc, je vais clore le sondage. Merci à vous d'avoir voté et nous allons partager les résultats. Alors, les freins rencontrés lors de la sélection, la publication des KPI. Donc, en grande majorité, vous répondez sur la pertinence des KPI, pertinence des ratios, du choix de l'indicateur de référence. 80% d'entre vous. Et puis ensuite, nettement moins, seulement 27% sur le nombre de KPI et 13% sur l'identification de ces KPI. Donc, on voit effectivement une problématique assez commune pour tout le monde. Hein. C'est notamment le choix de l'indicateur de référence qui peut être effectivement compliqué, notamment quand on peut avoir par exemple plusieurs activités différentes. Alors, je vois Solène qu'il est bientôt 15 heures. Ouais. Alors. Je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire.
Exactement. Donc, a priori, nous n'avons pas de questions sur cette dernière partie. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent par la suite à nous les poser. On restera disponible pour répondre à vos questions. Et puis, donc, comme vous disait Sébastien en préambule, hein, c'est le premier webinaire d'une série. Donc, on devrait pouvoir vous en proposer d'autres à l'automne. En attendant, on vous souhaite une très bonne préparation de votre futur DPEF. Vous devez être sur le sujet. Et puis, on vous souhaite également